Épouser un plombier? Un simple ouvrier? Quelle honte, Ombeline. La voix de ma mère a claqué comme un fouet à travers le téléphone, glaciale et tranchante. Mon père n'a même pas pris la peine de parler, j'ai juste entendu son soupir de dégoût en arrière-plan. Et ma sœur, Castille, elle a ri. Un rire cruel, dénué de toute compassion, qui voudrait être vu mort à ce genre de mariage bas de gamme? Ils ne se sont pas contentés de désapprouver. Ils ont boycotté mon mariage. Aucune carte, aucun message, pas une seule chaise réservée pour eux. Ils m'ont dit que j'étais la disgrâce de la famille de Kernevel, que j'avais ruiné notre réputation séculaire. Alors j'ai marché vers l'hôtel seul. Pas de père fier pour me conduire. Pas de mère essuyant une larme de joie. Juste le silence là où l'amour aurait dû résonner. Mais voici ce qu'ils ignoraient, l'homme qu'ils appelaient le plombier, celui qu'ils méprisaient pour ses mains sales, n'était pas celui qu'ils croyaient. Et quelques semaines seulement après notre mariage, son visage et notre photo de noces sont apparus sur TF1, au journal de 20 heures. Mon téléphone a explosé. 110 appels manqués. Tous de ces gens qui avaient juré que je ne valais pas leur temps. Maintenant, ils suppliaient pour avoir le mien. Avant de vous raconter comment une simple émission de télévision a fait s'effondrer l'ego démesuré de ma famille, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi dans les commentaires votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore imaginer ma voix voyager jusqu'à vous. Revenons à ce jour fatidique où tout a basculé. Je me tenais dans mon petit salon à Amiens, la main tremblante, serrant mon téléphone comme si c'était une bouée de sauvetage. J'avais passé la semaine à répéter ce que j'allais dire. J'avais 32 ans, j'étais une femme indépendante, responsable conformité dans une banque, et pourtant, à cet instant précis, je redevenais la petite fille effrayée de Compiègne, cherchant désespérément une miette d'approbation. Maman, avais-je commencé, la voix mal assurée. Je voulais vous inviter, papa et toi. Je vais me marier avec Vianney le mois prochain. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était lourd, chargé de jugement. Je pouvais presque entendre le bruit des bijoux de ma mère s'entrechoquer alors qu'elle portait sa tasse de thé à ses lèvres dans le grand salon de notre manoir familial. Vianney, a répété Sibylle, ma mère, en prononçant ce prénom comme s'il s'agissait d'une maladie tropicale. Tu parles de ce dépanneur? Celui qui est venu ici avec sa camionnette rouillée et sa salopette bleue tachée de graisse? Il est technicien CVC, maman. Il installe des systèmes climatiques, ai-je corrigé, sentant la chaleur me monter aux joues. C'est un travail honnête. Il est travailleur, gentil et honnête? Elle m'a coupé, le ton montant d'un cran dans les aigus. On ne marie pas l'honnêteté, Ombeline. On marie un statut. On marie une alliance. Tu es une de Kernevel. Tes ancêtres ont servi des rois. Et toi, tu veux diluer notre sang avec du cambouis? C'est là que j'ai entendu la voix de Castille. Ma sœur cadette, l'enfant doré, celle qui n'avait jamais rien fait de ses 10 doigts à part pointer ce qu'elle voulait acheter. Passe-moi le téléphone, maman, a-t-elle exigé. Puis, sa voix est arrivée à mon oreille, sucrée et venimeuse. Ombeline, chérie, sois réaliste. Tancred et moi allons nous marier au château de Chantilly. On aura le gratin de Paris. Tu imagines la tête des invités si on leur dit que mon beau-frère débouche des toilettes? Ça ferait tache sur mes photos Instagram. Franchement, fais ça en secret, à la mairie, et épargne-nous l'humiliation publique. J'ai fermé les yeux. Les larmes que je retenais ont commencé à couler silencieusement. Alors c'est non, ai-je murmuré. Vous ne viendrez pas? Même pas pour moi? La réponse de ma mère a été définitive, comme le verdict d'un juge. Nous ne cautionnerons pas cette mascarade. Si tu choisis cette vie médiocre, tu la vivras seule. Ne nous rappelle pas tant que tu n'auras pas retrouvé la raison. Et la ligne a coupé. Ce bip sonore, sec et final, a marqué la fin de ma vie en tant que fille d'Aide de Kernevel. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce rejet était le début de ma véritable liberté. Pour comprendre pourquoi ce coup de téléphone m'a autant brisé, il faut que vous compreniez d'où je viens. Le nom de Kernevel, à Compiègne et dans toute la région de l'Oise, est une institution.
C'est un nom qu'on prononce avec une légère révérence chez les commerçants locaux et avec envie dans les dîners mondains. Mon père, Enguerrand de Carnével, est un homme qui mesure sa valeur au nombre de mètres carrés qu'il possède. Il a bâti un empire immobilier, transformant des terres agricoles en résidences de luxe sécurisées. C'est un homme froid, distant, pour qui les émotions sont une faiblesse impardonnable. Je ne l'ai jamais vu pleurer, ni rire aux éclats. Son visage semble avoir été sculpté dans le marbre d'une statue grecque, figé dans une expression permanente de supériorité dédaigneuse. Ma mère, Sibylle, est la gardienne du temple. Toujours impeccable, vêtue de tailleur en tweed, un rond de perles autour du cou, elle gère sa famille comme elle gère ses galas de charité. Tout est une question d'image. L'important n'est pas d'être heureux, mais d'avoir l'air parfait. Dans notre maison, on ne parlait pas de problèmes, on les cachait sous des tapis persans hors de prix. Et puis il y avait moi, et il y avait Castille. Castille est née pour ce monde. Blonde, élancée, avec ce charme manipulateur qui lui permettait d'obtenir tout ce qu'elle voulait d'un simple battement de cils. À 10 ans, elle savait déjà distinguer un vrai sac Hermès d'une copie. À 18 ans, elle faisait son entrée dans le monde au bal des débutantes. Elle était le chef-d'œuvre de ma mère. Moi? J'étais l'erreur de casting. Brune, un peu trop ronde selon les standards maternels, timide, le nez toujours fourré dans un livre. Je détestais les réceptions, les faux sourires, les conversations vides sur les dernières vacances à Saint-Tropez. J'aimais la logique, l'ordre, la sincérité. C'est pour ça que je suis devenue responsable conformité. Je voulais que les choses soient justes. Mais pour mes parents, mon travail était ennuyeux, bureaucratique, indigne d'une héritière. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Castille? C'était la phrase qui a bercé mon enfance. Castille, qui venait de se fiancer avec Tancrède, un gestionnaire de patrimoine tapa accent grave l'œil qui conduisait une Porsche Cayenne et parlait fort dans les restaurants. Pour mes parents, Tancrède était le gendre idéal. Il avait de l'argent, de l'ambition, et surtout, il adorait s'écouter parler. J'avais fui cette atmosphère toxique en déménageant à Amiens, à 1 heure de route. C'était assez loin pour ne pas les voir tous les jours, mais assez près pour sentir encore leur ombre planer sur moi. Je vivais dans un appartement modeste, je gérais mon budget, je vivais une vie normale. Et je pensais être heureuse. Jusqu'à ce que mon chauffage tombe en panne un soir de février glacial, et que le destin frappe à ma porte sous la forme d'un homme en tenue de travail. C'était il y a 2 ans. L'hiver en Picardie peut être impitoyable, une humidité qui vous transperce les os. Ce soir-là, mon radiateur a émis un dernier gargouillis sinistre avant de rendre l'âme. La température dans mon appartement chutait à vue d'œil. Enroulée dans 2 couvertures, grelottante, j'ai appelé le premier numéro de dépannage d'urgence que j'ai trouvé sur Internet. 1 heure plus tard, on a sonné. Quand j'ai ouvert, je ne m'attendais à rien. Juste à un ouvrier pressé qui allait me facturer une fortune pour serrer un boulon. Devant moi se tenait un homme grand, avec des cheveux châtains en bataille et une barbe de 3 jours. Il portait un bleu de travail usé, taché d'huile, et tenait une lourde caisse à outils. « Bonsoir, je suis Vianney », a-t-il dit. Sa voix était calme, posée, contrastant avec mon état de panique gelé. On m'a signalé une urgence thermique? Je l'ai fait entrer, m'excusant pour le désordre. Il a souri, et ses yeux se sont plissés au coin. C'était la première chose que j'ai remarquée, ses yeux. Ils n'étaient pas éteints ou fatigués. Ils étaient vifs, intelligents, scrutateurs. Il s'est agenouillé devant le système de chauffage, a sorti ses outils et s'est mis au travail. Je l'observais du coin de l'œil. Il ne jurait pas, ne tapait pas sur la machine. Ses mouvements étaient précis, chirurgicaux. Vous savez, a-t-il dit sans se retourner, alors qu'il soudait un tuyau, les systèmes de chauffage sont comme des organismes vivants. Tout est une question d'équilibre thermodynamique. L'entropie cherche toujours à créer du désordre, et mon travail, c'est de rétablir l'ordre. J'ai cligné des yeux, surprise. L'entropie? Pour un radiateur? Il s'est tourné vers moi, un tournevis à la main, et a ri doucement. La physique est partout, mademoiselle. Même dans ce vieux convecteur. En 20 minutes, la chaleur revenait dans l'appartement. Mais ce qui m'a le plus réchauffé,
c'est la conversation qui a suivi. Il a refusé le café que je lui proposais, mais il a accepté un verre d'eau. Nous avons parlé pendant 1 heure. Pas de la météo ou des célébrités. Nous avons parlé de livres. Il avait remarqué mon exemplaire usé de L'étranger de Camus sur la table basse. C'est rare de trouver quelqu'un qui apprécie encore l'absurdisme, avait-il commenté en essuyant ses mains noircies sur un chiffon. J'étais fasciné. Qui était cet homme? Il avait les mains d'un travailleur manuel, calleuses et écorchées, mais l'esprit d'un philosophe. Il m'a facturé 50 € pour le déplacement et la réparation. Je savais que c'était dérisoire. C'est trop peu, ai-je protesté. Vous aviez froid, a-t-il répondu simplement en rangeant ses outils. Et la conversation valait bien le reste. Il est parti, me laissant seul avec le ronronnement rassurant du chauffage et un trouble nouveau dans la poitrine. Je ne savais rien de lui, à part qu'il s'appelait Vianney, qu'il conduisait une vieille Renault Kangoo blanche remplie de tuyaux, et qu'il venait de dégeler mon cœur aussi sûrement que mes radiateurs. Je ne savais pas encore que cet homme en bleu de travail cachait un secret capable de faire trembler l'empire de mon père. Notre histoire n'a pas commencé par des feux d'artifice ou des dîners aux chandelles dans des restaurants étoilés. Elle a commencé par des messages timides, des discussions sur la littérature, et des promenades le long des ortillonnages d'Amiens. Vianney était tout ce que les hommes de mon passé n'étaient pas. Il était authentique. Il ne cherchait pas à m'impressionner avec de l'argent ou des titres. Il m'emmenait pique-niquer avec des sandwichs qu'il avait préparés lui-même, et nous nous asseyions sur l'herbe, regardant les barques passer. Il m'écoutait vraiment. Quand je parlais de mes journées stressantes à la banque, il ne regardait pas sa montre. Il posait des questions, il s'intéressait. Il vivait simplement. Il louait un petit atelier en périphérie de la ville qui lui servait aussi de logement. C'était un capharnaüm de pièces détachées, de cartes mères d'ordinateurs, de livres scientifiques et de plans qu'il griffonnait tard le soir. Je travaille sur un projet, me disait-il parfois, les yeux brillants, alors que nous étions allongés sur son canapé défoncé. Quelque chose qui pourrait changer la façon dont nous consommons l'énergie. Je souriais, pensant qu'il parlait d'une nouvelle méthode pour installer des pompes à chaleur. Je suis sûr que tu seras le meilleur installateur de la région, Vianney. Il ne me corrigeait jamais. Il se contentait de m'embrasser sur le front. Pendant des mois, j'ai gardé mon nom de famille secret. Pour lui, j'étais juste Ombeline. Je ne voulais pas qu'il sache que j'étais une héritière. J'avais peur que cela crée un fossé entre nous, ou pire, qu'il se sente inférieur. Je voyais comment les gens le regardaient quand nous sortions. Les regards condescendants des serveurs quand il entrait dans un café avec ses chaussures de sécurité. Le mépris silencieux des passants voyant sa camionnette garée. Mais Vianney s'en fichait. Il avait une assurance tranquille, une colonne vertébrale en acier trempé. Pourquoi tu ne t'énerves jamais quand il te traite comme un invisible, lui ai-je demandé un jour après qu'un homme en costume l'ait bousculé sans s'excuser. Parce que je sais qui je suis, a-t-il répondu. Et leur opinion n'est pas ma réalité. La dignité ne vient pas du costume que tu portes, Ombeline, mais de la façon dont tu traites les autres. C'est à ce moment-là que j'ai su. J'ai su que je voulais passer le reste de ma vie avec cet homme. Peu m'importait qu'il soit riche ou pauvre. Il était riche de quelque chose que ma famille avait perdu depuis longtemps, l'humanité. Mais je savais aussi que le moment fatidique approchait. Il fallait que je le présente à mes parents. Je repoussais l'échéance, inventant des excuses. Mais après 6 mois, je ne pouvais plus fuir. J'ai organisé un dîner à Compiègne. J'ai prévenu Vianney, ils sont difficiles. Ils sont très attachés aux apparences. Il a serré ma main dans la sienne, ses paumes rugueuses contre ma peau douce. Ne t'inquiète pas. Je peux gérer quelques regards de travers. Tant que tu es avec moi, je peux tout affronter. Il avait tort. Aucun de nous n'était préparé à la violence psychologique qui nous attendait ce soir-là. Le trajet vers Compiègne s'est fait dans un silence tendu. Vianney avait fait un effort, il portait une chemise blanche propre et un pantalon chino beige. Il avait brossé ses cheveux rebelles. Il était beau, d'une beauté simple et virile. Mais en garant sa vieille Renault Kangoo au milieu de l'allée gravillonnée du manoir, entre la Mercedes de mon père et la Porsche de Tancrède, j'ai senti mon estomac se nouer. Le contraste était brutal.
Nous avons été accueillis par une domestique. Mes parents et ma sœur nous attendaient au salon, un verre de champagne à la main. Ah, les voilà, a dit mon père sans se lever. Son regard a scanné Vianney de la tête aux pieds, s'attardant sur ses chaussures qui, bien que cirées, n'étaient pas de grande marque. Maman, papa, je vous présente Vianney, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Vianney a tendu la main avec un sourire poli. Enchanté de vous rencontrer, monsieur, madame. Ombeline m'a beaucoup parlé de vous. Mon père a ignoré la main tendue. Il a pris une gorgée de champagne. Vianney. C'est un prénom original pour un ouvrier. Le ton était donné. Nous sommes passés à table. L'argenterie brillait sous le lustre en cristal. L'atmosphère était glaciale. Tancrède, le fiancé de Castille, a décidé de lancer les hostilités. Alors, Vianney, a-t-il lancé en faisant tourner son verre de vin rouge. Ombeline nous dit que vous êtes dans le dépannage? Ça marche bien les affaires? Les toilettes bouchées, les fuites d'eau, ça doit être fascinant. Castille a pouffé de rire. Je suis spécialisé dans les systèmes thermiques et la régulation énergétique, a répondu Vianney calmement, sans se laisser démonter. C'est une façon élégante de dire que vous installez des climatiseurs, a coupé ma mère avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dites-moi, jeune homme, avez-vous pensé à l'avenir? Comment comptez-vous entretenir une femme comme Ombeline avec un salaire de artisan? Avez-vous une retraite? Des investissements? Je sentais la colère monter en moi, une boule brûlante dans ma gorge. Maman, arrête. Vianney gagne très bien sa vie. Et je travaille aussi, je te rappelle. Oh, chérie, a soupiré ma mère. Nous voulons juste nous assurer que tu ne fais pas une erreur. L'amour ne paie pas les factures du club de golf. Vianney a posé ses couverts. Il a regardé ma mère droit dans les yeux. Madame, je n'ai peut-être pas votre fortune, mais je n'ai aucune dette. Je dors bien la nuit. Et j'aime votre fille pour ce qu'elle est, pas pour son nom de famille. Je pense que c'est un investissement plus durable que n'importe quelle action en bourse. Il y a eu un silence de mort. Personne n'avait jamais osé parler ainsi à Sibylle de Kernevel. Tancrède a ricané. C'est mignon. Très philosophique. Mais voyons si votre philosophie peut payer cette bouteille. C'est un Château Margaux 1996. Elle coûte probablement plus cher que votre camionnette. Vianney n'a pas répondu. Il a pris ma main sous la table et l'a serrée fort. J'avais honte. Pas de lui, mais de ma propre chair et de mon propre sang. La fin du repas a été une torture. Au moment du café, mon père a finalement daigné s'adresser à Vianney directement. Écoutez, mon garçon. Vous semblez être un brave type. Mais soyons clairs. Vous n'êtes pas de notre monde. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Si vous avez un peu de respect pour ma fille, vous la laisserez trouver quelqu'un de son rang. Ne gâchez pas sa vie avec votre médiocrité. Vianney s'est levé. Il m'a aidé à mettre mon manteau. Monsieur de Kernevel, a-t-il dit doucement. L'huile et l'eau ne se mélangent pas, c'est vrai. Mais c'est l'huile qui flotte toujours au-dessus. Nous sommes partis sous le regard stupéfait de ma famille. Je ne savais pas alors que cette phrase de Vianney était prophétique. Je pensais que le pire était passé après ce dîner. Je pensais qu'il se contenterait de nous ignorer. Mais j'avais sous-estimé la méchanceté de ma sœur Castille. Pour elle, mon mariage avec un pauvre était une insulte personnelle, une tache sur l'image parfaite qu'elle essayait de projeter pour son propre mariage à venir. Quelques jours après avoir envoyé les faire-part auxquels mes parents avaient répondu par ce coup de fil brutal, des choses étranges ont commencé à se produire. D'abord, ce furent les rumeurs. Une cousine éloignée m'a appelé, gênée. Ombeline, est-ce vrai ce qu'on dit? Que Vianney a fait de la prison pour escroquerie? J'étais abasourdie. Quoi? Mais qui t'a raconté ça? C'est Castille. Elle dit qu'il a des dettes de jeu énormes et qu'il t'épouse pour que papa rembourse ses créanciers. J'étais furieuse. Vianney, un escroc? L'homme le plus intègre que je connaisse? J'ai dû passer des heures au téléphone pour démentir ces mensonges auprès de la famille élargie. Mais le mal était fait.
Les doutes étaient semés. Les RSVP négatifs ont commencé à pleuvoir. Désolé, nous avons un empêchement, prévu ailleurs ce week-end-là. Je savais qu'il mentait. Il ne voulait simplement pas être associé au scandale. Ensuite, il y a eu le sabotage logistique. Nous avions prévu un mariage simple dans un petit domaine près d'Amiens. 3 jours avant la cérémonie, la fleuriste m'appelle, en larmes. Madame, je suis désolée, je dois annuler votre commande. Comment ça? À 3 jours du mariage? J'ai eu des pressions. Une grosse cliente de Compiègne a menacé de retirer tous ses contrats pour la saison des bals si je travaillais pour vous. Je ne peux pas me permettre de perdre ça. Je savais exactement qui c'était. Maman. Ou Castille. Elles utilisaient leur influence économique pour m'écraser, pour me forcer à abandonner, pour me prouver que sans elles, je n'étais rien. Je suis rentrée ce soir-là et je me suis effondrée dans les bras de Vianney. Il gagne, Vianney. Ils sont en train de tout détruire. Personne ne viendra. On n'aura même pas de fleurs. Vianney m'a bercée, caressant mes cheveux. Son calme était inébranlable. Laisse-les faire, mon amour. Ils pensent qu'ils peuvent acheter le bonheur ou détruire celui des autres. Mais ils ne peuvent pas toucher à ce qu'on a. On ira cueillir des fleurs des champs s'il le faut. On sera juste nous deux s'il le faut. Ce mariage, c'est toi et moi. Le reste, c'est du bruit. Il avait raison, mais mon cœur saignait. Le rejet est une chose. La cruauté active en est une autre. Ils voulaient me voir ramper. Ils voulaient que je revienne en pleurant, admettant qu'ils avaient raison. Mais quelque chose en moi a changé ce jour-là. Au lieu de me briser, leur haine m'a solidifié. J'ai séché mes larmes. J'ai regardé Vianney et j'ai dit, on va le faire. Et on va être les plus heureux du monde. Ce sera notre meilleure vengeance. Et nous l'avons fait. Mais je ne m'attendais pas à ce que la cérémonie me réserve une surprise qui me ferait pleurer pour une toute autre raison. Le jour J est arrivé. Le ciel était d'un bleu limpide, une bénédiction rare en Picardie. Nous avions loué le jardin d'une vieille auberge. Pas de château, pas de lustre en cristal, juste de l'herbe verte, des arbres centenaires et le chant des oiseaux. J'avais trouvé une robe simple, fluide, en dentelle vintage. Je me sentais belle, mais en me regardant dans le miroir de la petite chambre de l'auberge, je sentais un vide immense. C'est le moment où le père frappe à la porte pour découvrir sa fille en mariée. C'est le moment où la mère ajuste le voile en pleurant d'émotion. Pour moi, il n'y avait que le silence. Je suis descendue. Les invités étaient là une trentaine de personnes. Des amis proches d'Amiens, quelques collègues de banque qui m'appréciaient vraiment, et des amis de Vianney, des gens simples et chaleureux. Mais au premier rang, 3 chaises blanches restaient vides. J'avais posé de petits cartons dessus, père, mère, sœur. Je ne les avais pas enlevés. Je voulais que leur absence soit visible. Je voulais qu'elle soit un témoin silencieux de leur dureté. La musique a commencé. Un ami de Vianney jouait de la guitare acoustique. J'ai pris une grande inspiration. J'allais devoir marcher seule. Traverser cette allée sous les regards de tous, affichant ma solitude familiale comme une cicatrice. J'ai fait un pas. Puis, j'ai entendu un bruit de moteur vrombissant, une vieille moto qui s'arrêtait dans un crissement de pneus sur le gravier à l'extérieur. Quelques secondes plus tard, un homme est apparu à l'entrée du jardin, essoufflé, portant un costume en lin un peu froissé et tenant un casque de moto à la main. Mon cœur s'est arrêté. C'était l'oncle Barnabé. Le frère cadet de mon père. Le mouton noir. Celui qui avait refusé de rejoindre l'entreprise familiale pour devenir potier dans le sud de la France, dans le Luberon. Je ne l'avais pas vu depuis 10 ans. Mon père avait interdit qu'on prononce son nom à la maison. Il a balayé la foule du regard, a vu les chaises vides au premier rang, et son visage s'est assombri de tristesse, puis s'est illuminé en me voyant. Il s'est précipité vers moi. « Je suis en retard » a-t-il demandé, les yeux brillants. J'ai roulé toute la nuit. Ton père? Enguerrand m'a appelé pour se vanter qu'il ne venait pas. Pour me dire qu'il te donnait une leçon. J'ai pris ma moto et je suis parti tout de suite. Je ne pouvais pas te laisser faire ça seule,
ma petite Ombeline. Les larmes ont jailli, incontrôlables. Pas des larmes de douleur, mais de soulagement pur. Oncle Barnabé. Il m'a offert son bras, maladroitement mais avec une fierté immense. Allez. Allons marier cet homme chanceux. J'ai marché vers l'autel au bras de cet homme qui sentait l'argile et le tabac à pipe, et je ne me suis jamais senti aussi aimé. Vianney m'attendait sous l'arche fleurie. Quand il m'a vu, il n'a pas regardé ma robe. Il m'a regardé dans les yeux, avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Il a vu mon oncle, il a compris, et il a souri. Un sourire de gratitude infinie. La cérémonie a été simple, poignante. Nous avons échangé nos vœux non pas avec des mots grandiloquents, mais avec des promesses sincères. Je promets d'être ton refuge quand le monde est froid, a dit Vianney. Je promets que tu ne seras plus jamais seul. Nous avons dansé sous les étoiles, mangé un gâteau fait maison, et ri aux éclats. C'était le plus beau jour de ma vie. Les de Kernevel n'étaient pas là, et pour la première fois, je m'en fichais. J'avais trouvé ma vraie famille. Mais alors que nous commencions notre vie de jeunes mariés, je ne savais pas que Vianney me cachait encore quelque chose. Un secret qu'il gardait dans un tiroir fermé à clé dans son atelier, un secret qui allait bientôt faire basculer notre destin et celui de mes parents. Les semaines qui ont suivi le mariage ont été une bulle de bonheur. Nous vivions dans mon appartement, en attendant de trouver une maison. Vianney continuait de partir tôt le matin avec sa camionnette et de rentrer le soir, fatigué mais heureux. Un samedi après-midi, Vianney était parti faire des courses. J'ai décidé de faire un peu de rangement dans la petite pièce qu'il utilisait comme bureau provisoire. C'était un capharnaüm de papier, de schémas techniques et de composants électroniques que je ne comprenais pas. En époussetant son vieux bureau en chêne, j'ai heurté une pile de dossiers qui a glissé par terre. En les ramassant, j'ai remarqué que l'un des tiroirs du bas était mal fermé. Une curiosité innocente m'a poussé à l'ouvrir pour y ranger les papiers. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a figé sur place. Il n'y avait pas de facture de plomberie ou de catalogue de pièces détachées. Il y avait une chemise en cuir rigide, marquée d'un sceau doré. J'ai ouvert la chemise. Sur le dessus, il y avait un diplôme. École polytechnique. Doctorat en physique et thermodynamique. Décerné à Vianney D. Mention très honorable avec les félicitations du jury. J'ai relu le papier 3 fois. Polytechnique? L'X. C'est l'école d'ingénieurs la plus prestigieuse de France. L'élite de la nation. Mon Vianney? Le dépanneur qui venait réparer des chauffages en bleu de travail? Mes mains tremblaient en tournant les pages suivantes. Il y avait des brevets. Des dizaines de brevets internationaux déposés au nom de Vianney D pour des technologies intitulées refroidissement quantique adiabatique pour centre de données et optimisation énergétique des réseaux neuronaux. Il y avait des correspondances avec le ministère de l'économie. Des lettres d'investisseurs de la Silicon Valley. Des propositions de rachat chiffrées en millions d'euros. Je me suis asmé sur la chaise, le souffle coupé. Mon cerveau n'arrivait pas à faire le lien. Je regardais l'homme qui aimait les sandwichs au pâté et conduisait une épave, et je découvrais sur papier un génie scientifique courtisé par les plus grandes puissances mondiales. Pourquoi? Pourquoi m'avait-il caché ça? Est-ce que tout notre mariage était un mensonge? Est-ce qu'il jouait un rôle? J'ai entendu la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Chérie, je suis rentrée. J'ai trouvé des croissants frais, a crié Vianney joyeusement. Je ne pouvais pas bouger. Je suis restée là, le diplôme de l'X dans les mains, fixant la porte du bureau. Vianney est apparu dans l'encadrement de la porte, un sac de boulangerie à la main. Son sourire s'est effacé instantanément quand il a vu ce que je tenais. Il a posé le sac lentement. Il n'avait pas l'air coupable, ni effrayé. Il avait l'air soulagé. Je suppose qu'il est temps qu'on parle, a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé, les larmes aux yeux. Qui es-tu, Vianney? Tu n'es pas juste un technicien, n'est-ce pas? Il est entré et s'est assis en face de moi. Je suis technicien, Ombeline. Mais je suis aussi autre chose. Et si je ne t'ai rien dit, c'est parce que j'avais besoin de savoir si tu m'aimerais sans tout ça. Il a pris une profonde inspiration,
et ce qu'il m'a raconté ensuite a complètement bouleversé ma vision du monde et allait bientôt anéantir celle de mes parents. J'ai passé 5 ans dans des laboratoires de recherche, enfermé dans des tours de verre à la Défense, a commencé Vianney, sa voix posée mais chargée d'une émotion ancienne. J'étais le petit prodige. À 25 ans, j'avais mon doctorat. À 27 ans, je dirigeais une équipe de 20 chercheurs. Tout le monde m'admirait pour mon cerveau, mais personne ne se souciait de qui j'étais. J'étais un actif, un brevet sur pattes. Il a pris ma main, caressant mes doigts. J'ai fait un burn-out. Je détestais l'hypocrisie, les jeux de pouvoir, les cocktails mondains où l'on ne parle que d'argent. Alors j'ai tout plaqué. Je suis revenu ici, à Amiens, où j'avais grandi. J'ai ouvert cette petite entreprise de dépannage parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains, quelque chose de réel. Réparer le chauffage d'une grand-mère, voir son sourire, c'était plus gratifiant que n'importe quelle publication scientifique. J'écoutais, fasciné. Mais mon cerveau ne s'est pas arrêté, a-t-il continué avec un petit sourire. La nuit, je travaillais sur Thermotech. C'est ma start-up. J'ai développé une nouvelle technologie pour refroidir les serveurs informatiques sans utiliser d'eau et avec 80% d'électricité en moins. C'est révolutionnaire. Et pour la tester, eh bien, j'ai utilisé mes clients. Quoi, ai-je sursauté? Rassure-toi, c'est sans danger. Mais chaque fois que j'installais une clim, j'installais aussi des capteurs miniaturisés pour collecter des données thermiques. Ma camionnette, mon bleu de travail, c'était ma couverture. Ça me permettait de travailler tranquille, sans que les concurrents ou les investisseurs rapaces ne viennent me harceler. J'étais en mode furtif, comme on dit. Je secouais la tête, incrédule. Et maintenant? Maintenant, la technologie est prête. J'ai signé la semaine dernière un partenariat avec l'État et un géant du numérique. Thermotech va devenir le standard européen. Il m'a regardé intensément. Ombeline, je suis désolée de t'avoir caché ça. Mais quand j'ai rencontré ta famille, quand j'ai vu comment ils traitaient les gens en fonction de leur étiquette, j'ai eu peur. J'ai eu peur que si tu savais que je valais des millions sur le papier, tu ne me regarderais plus pareil. Ou pire, que ta famille m'accepterait pour les mauvaises raisons. Il s'est levé et est allé fouiller dans un autre dossier. Il en a sorti une feuille imprimée, un vieux courriel. Il y a une autre chose. Regarde ça. J'ai pris la feuille. C'était un email daté d'il y a 4 ans. Destinataire, Fondation de Kernevel pour l'innovation. Expéditeur, Vianney D. Objet, demande de bourse de recherche. Et en dessous, la réponse, signée de la main de ma mère, Sibylle de Kernevel. Monsieur, votre projet semble techniquement viable, mais votre présentation manque de le standing requis pour notre fondation. Nous ne finançons pas des bricoleurs de garage. Cordialement. J'ai eu le souffle coupé. Tu avais postulé auprès de ma mère? Oui. J'étais allé la voir. J'étais venu à vélo, en jean. Elle m'a reçu 5 minutes dans le hall, m'a regardé comme si j'étais un mendiant et m'a fait raccompagner par la sécurité. Elle avait le dossier du siècle entre les mains, et elle l'a jeté parce que la couverture n'était pas assez jolie. Il a ri doucement, sans amertume. C'est l'ironie du sort, non? Elle m'a rejeté comme entrepreneur, puis elle m'a rejeté comme gendre. Elle a eu 2 chances de miser sur moi, et elle a raté les 2 à cause de ses préjugés. Je me suis levée et je l'ai embrassée comme jamais auparavant. J'étais fière. Pas de ses millions ou de son génie, mais de son intégrité. Ils vont tomber de haut, Vianney, ai-je murmuré. Ils vont tomber de très haut. Oh oui, a-t-il répondu avec une lueur espiègle dans les yeux. Et ça commence demain soir. Allume la télé à 20h. Le lendemain soir, nous étions assis sur notre vieux canapé, une pizza posée sur la table basse. C'était surréaliste. Vianney était là, en t-shirt, mangeant une part de 4 fromages, alors que sur l'écran plat, le générique du journal de 20h de TF1 retentissait. Et maintenant, notre dossier spécial sur l'innovation française, a annoncé Gilles Boulot, le présentateur vedette. On l'appelle déjà le Tesla français.
Une start-up basée à Amiens vient de signer un contrat historique de 200 millions d'euros pour équiper les centres de données de l'administration publique. Son fondateur est un personnage atypique qui a longtemps opéré dans l'ombre. L'image a changé. Et soudain, mon salon a semblé rétrécir. À l'écran, Vianney marchait dans les couloirs du ministère de l'économie. Mais ce n'était pas le Vianney en bleu de travail. C'était un Vianney rasé de près, portant un costume bleu nuit taillé sur mesure qui mettait en valeur sa carrure athlétique. Il dégageait une autorité naturelle, une puissance tranquille. Il serrait la main du ministre, discutait avec des PDG du CAC 40 qui le regardaient avec respect. « Je m'appelle Vianney D », disait sa voix à travers les haut-parleurs de la télé. Pendant des années, j'ai travaillé comme simple technicien CVC. J'ai voulu comprendre les problèmes à la source, dans les maisons des gens, sur le terrain. L'innovation ne naît pas dans les bureaux feutrés, elle naît les mains dans le cambouis. Le reportage montrait ensuite les locaux ultramodernes de Thermotech, les laboratoires, les ingénieurs en blouse blanche qui l'appelaient « patron ». Puis, la voix off du journaliste a repris, mais ce génie de la thermodynamique cultive aussi la discrétion dans sa vie privée. Il y a quelques semaines à peine, il a épousé Ombeline, son amour de toujours, lors d'une cérémonie secrète et champêtre, loin du faste des milliardaires de la tech. Et là, l'image est apparue. Notre photo de mariage. Celle où Vianney et moi rions aux éclats sous l'arche fleurie, moi dans ma robe en dentelle, lui me regardant avec adoration. Oncle Barnabé était visible en arrière-plan, applaudissant. La légende en bas de l'écran disait « Vianney et Ombeline, le triomphe de la simplicité ». Une source proche du couple nous confie que le mariage a été boycotté par une partie de la belle famille, jugeant le marié « trop modeste », a ajouté le journaliste avec une pointe d'ironie mordante. Une erreur de jugement qui doit coûter cher aujourd'hui, alors que Vianney D entre directement dans le top 500 des fortunes de France. Je me suis tourné vers le vrai Vianney, à côté de moi. Tu as dit ça au journaliste? Pour le boycott? Il a haussé les épaules, un sourire en coin. J'ai peut-être glissé une anecdote ou deux en off. Je me suis dit que tes parents méritaient une petite mention. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Mon téléphone, posé sur la table, s'est allumé. Puis il a vibré. Puis il a sonné. Encore. Et encore. L'écran affichait des noms que je n'avais pas vu s'afficher depuis des mois. Maman. Papa. Castille. Tante Geneviève. Cousine Marie. C'était comme une avalanche. Le barrage avait cédé. Le monde entier venait de découvrir que le plombier était un roi, et que les deux Kernevel avaient rejeté le ticket gagnant de la loterie. Je regardais l'écran clignoter, hypnotisé. Le nom « Maman » s'affichait pour la 5e fois en 1 minute. « Tu ne réponds pas ?» a demandé Vianney doucement. J'ai pris mon verre de vin. J'ai regardé le téléphone vibrer comme un insecte paniqué. Non, ai-je dit. Laisse-les sonner. Laisse-les paniquer. Ce soir, on fête ça. Le lendemain matin, mon téléphone était brûlant. J'avais arrêté de compter après le 110e appel manqué. Ma boîte vocale était saturée. Ma boîte de réception de messages explosait. J'ai commencé à lire les messages avec un mélange de fascination et de dégoût. C'était une étude anthropologique sur l'hypocrisie humaine. Premier message de ma mère, Sibylle, 20h15, juste après le reportage, Ombeline. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je viens de voir TF1. C'est un malentendu terrible. Appelle-moi tout de suite. Deuxième message, 21h30, chérie, ton père est sous le choc. Nous sommes tellement fiers de Vianney. Nous avons toujours su qu'il avait du potentiel. Il faut qu'on parle. Nous sommes une famille, après tout. Toujours su qu'il avait du potentiel? J'ai failli recracher mon café. Il y a un mois, elle l'appelait « le dépanneur » avec un air de vouloir se désinfecter la bouche. Troisième message, de Castille, 22h, OMG Ombeline. Ton mari est canon en costume. Et c'est quoi cette histoire de millions? Dis-moi que c'est vrai. Tancred est comme un fou, il dit que Thermotech est la licorne de l'année. Allez, fais pas la tête, rappelle ta petite sœur préférée. Bisous,
Émoticône, cœur. Et puis il y avait les messages des tantes, des oncles, des cousins qui avaient tous eu un empêchement pour le mariage. Félicitations pour ce magnifique mariage. Désolé de ne pas avoir pu venir, j'avais une grippe terrible. On déjeune quand tu veux. Quelle belle réussite. On devrait organiser une grande fête de famille pour célébrer Vianney. C'était nauséabond. Il ne s'excusait pas de m'avoir blessé. Il ne s'excusait pas de m'avoir laissé marcher seul vers l'hôtel. Il réécrivait l'histoire. Soudain, le plombier n'avait jamais existé. Il n'y avait que le PDG millionnaire, et ils voulaient tous leur part du gâteau. Vianney est entré dans la cuisine, frais et dispo. Alors? Le fan club est réveillé? C'est pathétique, ai-je soupiré en posant le téléphone. Ils font comme si rien ne s'était passé. Ils veulent revenir dans nos vies comme si de rien n'était. C'était prévisible, a dit Vianney en se versant un café. La question est, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Je l'ai regardé. Je ne veux pas leur parler. Je ne veux rien d'eux. Ils ne vont pas lâcher l'affaire, a-t-il prévenu. Les gens comme tes parents ne comprennent pas le silence. Ils pensent que tout est une négociation. S'ils ne peuvent pas t'avoir par les sentiments, ils essaieront par l'argent. Il avait raison. À peine avait-il fini sa phrase que l'interphone de notre immeuble a sonné. Pas une fois, mais 3 fois, avec insistance. J'ai regardé l'écran de contrôle. Une Mercedes noire était garée en double file en bas. Mon père, ma mère et Castille étaient devant la porte de l'immeuble. Ils avaient fait le trajet depuis Compiègne à l'aube. Ils portaient des paquets cadeaux et des sourires forcés. Ils sont là, ai-je chuchoté. Vianney a posé sa tasse calmement. Fais-les monter. Il est temps de mettre les points sur les i. Je ne savais pas encore que cette visite allait se terminer par la décision la plus radicale de ma vie, une signature qui allait couper le dernier lien qui me retenait à eux. Quand ils sont entrés dans notre modeste appartement de 3 pièces, ils avaient l'air de géants essayant de ne pas cogner le plafond d'une maison de poupée. Ma mère portait un manteau de fourrure malgré la douceur du printemps. Mon père tenait une bouteille de champagne vintage, et Castille avait une boîte de macarons la durée à la main. Surprise, a crié Castille en essayant de me faire la bise. Je me suis reculée. Elle a embrassé l'air, un peu gênée, mais a vite récupéré. Oh, tu as redécoré? C'est charmant. Très bohème. Mon père s'est dirigé directement vers Vianney, la main tendue, un large sourire carnassier sur le visage. Vianney. Mon garçon. Quelle fierté. Nous avons vu le reportage. Extraordinaire. Je disais justement à Sibylle dans la voiture, ce petit a du génie, je l'ai senti dès le premier regard. Vianney ne lui a pas serré la main. Il est resté adossé au plan de travail de la cuisine, les bras croisés. Vraiment, Enguerrand? Le premier regard? C'était celui où vous avez critiqué mes chaussures ou celui où vous m'avez dit que je gâchais la vie de votre fille avec ma médiocrité? Le sourire de mon père a vacillé, mais il était un homme d'affaires aguerri. Il a ignoré la pique. Allons, allons, ne soyons pas rancuniers. Le passé est le passé. Nous sommes là pour l'avenir. Il a posé la bouteille de champagne sur la table et a sorti une chemise cartonnée de sa veste. J'ai une proposition pour toi, Vianney. De Kernevel Immobilier va lancer un nouveau complexe résidentiel de très haut standing à Chantilly. Nous voulons équiper tous les bâtiments avec ta technologie Thermotech. C'est un contrat énorme. Je te propose une exclusivité. En famille, bien sûr. On pourra discuter d'un prix préférentiel. Tout devenait clair. Ils n'étaient pas là pour s'excuser. Ils étaient là pour signer un contrat. Ils voyaient en Vianney une opportunité de marketing, une façon de verdir leur image et d'économiser de l'argent. Ma mère s'est approchée de moi, touchant le tissu de mon pull bon marché avec une fausse sollicitude. Et pour toi, Ombeline, nous avons pensé que tu pourrais quitter ce travail ennuyeux à la banque. Tu pourrais intégrer le conseil d'administration de la fondation. Avec le succès de ton mari, c'est ta place naturelle. Je les regardais, et je ne voyais plus mes parents. Je voyais des vautours. Vous êtes incroyable, ai-je dit, ma voix tremblant de colère.
Vous m'avez rejeté quand je n'avais rien. Vous avez insulté l'homme que j'aime. Et maintenant qu'il a du succès, vous voulez l'utiliser? Nous essayons d'être pragmatiques, a aboyé ma mère, perdant son masque de douceur. Nous sommes ta famille. Tout ce que nous avons, ce sera à toi un jour. Je ne veux pas de votre argent, a dit Vianney calmement. Et Thermotech ne travaillera jamais avec de Carnéval Immobilier. Nous choisissons nos partenaires sur des critères éthiques. Votre entreprise a été citée dans 3 scandales de corruption l'année dernière. C'est incompatible avec nos valeurs. Le visage de mon père est devenu pourpre. Tu refuses? Tu oses me refuser? Tu sais à qui tu parles? Je parle à l'homme qui n'est pas venu au mariage de sa fille, a répondu Vianney. Mon père s'est tourné vers moi, les yeux injectés de sang. Il a fouillé dans sa poche intérieure et a sorti une enveloppe blanche. Il l'a jetée sur la table. Très bien. Si vous voulez jouer au dur. Voici les documents de la fiducie familiale. Si tu ne convaincs pas ton mari de signer ce partenariat, Ombeline, je te retire officiellement du testament. Tu ne toucheras pas un centime de l'héritage de Carnéval. La maison de Compiègne, les appartements à Paris, les comptes en Suisse, tout ira à Castille. C'est ta dernière chance. Choisis, la famille ou ceux, parvenus. La pièce est devenue silencieuse. Castille regardait l'enveloppe avec avidité. J'ai regardé l'enveloppe. Puis j'ai regardé Vianney. Il ne m'a rien dit. Il m'a juste regardé avec confiance. J'ai pris un stylo dans le pot à crayon sur le comptoir. J'ai pris l'enveloppe. J'ai sorti le document, renonciation aux droits successoraux. Sans hésiter une seconde, j'ai signé en bas de la page. D'un trait ferme et définitif. J'ai tendu le papier à mon père. Tiens, papa. Tout est à Castille. Gardez votre argent. Gardez vos maisons froides et vos dîners hypocrites. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin ici. Mon père a pris le papier, stupéfait. Il ne pensait pas que j'oserais. Ma mère a porté la main à sa bouche. Tu fais une erreur monumentale, a sifflé mon père. Non, ai-je répondu en ouvrant la porte de l'appartement. C'est la première fois de ma vie que je ne me trompe pas, sortez de chez moi. Ils sont partis, furieux, humiliés. Castille a attrapé ses macarons avant de sortir, me lançant un regard de pitié mêlé de triomphe. Elle pensait avoir gagné le jackpot. Elle ne savait pas qu'elle venait d'hériter d'un château de cartes qui allait bientôt s'effondrer. 2 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que le karma frappe, et il a frappé fort. Pendant que Vianney et moi bâtissions notre vie, nous venions d'acheter une belle maison ancienne à rénover, le monde doré de ma sœur explosait. Un matin, j'ai vu la photo de Tancred dans l'une des journaux financiers. Scandale financier, le courtier vedette Tancred, arrêté pour fraude massive type Ponzi et blanchiment d'argent. Il s'avérait que le style de vie luxueux de Tancred, la Porsche, les bijoux de Castille, tout était financé par l'argent volé à ses clients. Et pire encore, il avait utilisé les comptes de Castille pour faire transiter certains fonds, à son insu, ou peut-être pas. Les biens de Castille ont été saisis. Son appartement, ses sacs de luxe, sa voiture. Son mariage au château de Chantilly a été annulé, les acomptes perdus. Elle était ruinée, et risquait même des poursuites pour complicité. Quant à mes parents, ils n'étaient pas épargnés. L'enquête sur Tancred a révélé des liens douteux avec de Carnéval Immobilier. Le fisc s'est intéressé de très près aux affaires de mon père. Ses comptes ont été gelés le temps de l'enquête. La réputation des de Carnéval à Compiègne, qu'ils avaient mis tant d'années à polir, était en lambeaux. Un soir de pluie battante, on a sonné à notre nouvelle maison. C'était Castille. Elle était méconnaissable. Ses cheveux blonds étaient trempés et plats. Elle ne portait pas de maquillage, révélant des cernes profonds. Elle traînait une valise à roulettes cassées. Elle n'avait plus son arrogance. Elle n'était plus la princesse. Elle n'était qu'une fille effrayée de 28 ans qui avait tout perdu. Ils ont mis des scellés sur ma porte, a-t-elle sangloté sans même dire bonjour. Maman et papa ne peuvent pas m'aider, leurs avocats leur ont dit de ne pas m'approcher pour ne pas aggraver leur cas. Je n'ai nulle part où aller, Ombeline. Je t'en supplie. J'ai regardé Vianney.
Il a hoché la tête doucement. Malgré tout ce qu'elle avait fait, c'était ma sœur. Entre, ai-je dit. Nous l'avons installée dans la chambre d'amis. Je lui ai donné des vêtements secs et une soupe chaude. Elle a mangé comme si elle n'avait rien avalé depuis des jours. Je pensais qu'elle avait touché le fond. Je pensais que cette épreuve l'avait rendue humble. Mais j'avais tort. L'ego est une bête tenace. Le lendemain matin, je suis descendue tôt. J'ai entendu Castille au téléphone dans le salon. Elle parlait à voix basse. Oui, je suis chez eux. C'est immense. Écoute, Sophie, ne m'enlève pas de la liste des invités pour samedi. Je vais arranger ça. Vianney va payer la caution de Tancrède, j'en suis sûre. Il est pété de thunes maintenant. Je vais lui jouer le grand jeu de la sœur éplorée. Une fois que Tancrède est dehors, on récupère l'argent caché et on se tire. Je suis restée figée dans l'escalier. Elle n'avait rien appris. Elle était prête à nous utiliser, à nous manipuler, juste pour sauver sa vie de mensonge. La pitié que j'avais ressentie la veille s'est évaporée, remplacée par une détermination froide. Il était temps de lui donner la leçon que nos parents ne lui avaient jamais donnée. Je suis entrée dans le salon. Castille a sursauté et a raccroché précipitamment. Oh, Ombeline. Tu es réveillée. Je disais à une amie à quel point vous êtes généreux. Arrête, Castille, ai-je dit calmement. J'ai tout entendu. Son visage s'est décomposé. Ce n'est pas ce que tu crois. Je lui ai tendu la main. Donne-moi ton téléphone. Quoi? Non. C'est ma vie privée. C'est un téléphone que papa a payé, avec un forfait que papa paie, dans une maison que mon mari paie. Donne-le-moi. Elle me l'a donné, tremblante. Tu pensais que Vianney allait payer la caution d'un escroc? Tu pensais que tu pourrais nous voler pour t'enfuir? Elle s'est mise à pleurer, mais cette fois, c'était des larmes de rage. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas être pauvre. Je ne sais rien faire. Je suis Castille de Kernevel. Castille de Kernevel n'existe plus, ai-je tranché. Il n'y a que Castille, une femme de 28 ans sans emploi, sans domicile et sans compétences. Je suis allée chercher une enveloppe sur la table de l'entrée. Je ne te mettrai pas à la rue, parce que contrairement à toi, j'ai une conscience. Tu peux rester ici 2 semaines. Mais à 2 conditions. J'ai posé l'enveloppe devant elle. Premièrement, tu rends ce téléphone. Tu en auras un vieux Nokia pour les urgences. Fini Instagram, fini les mensonges. Deuxièmement, voici une adresse. C'est la boulangerie, le fourni d'Amiens. Il cherche une serveuse. J'ai parlé au patron, c'est un ami de Vianney. Tu commences demain à 5 heures du matin. Elle a écarquillé les yeux, horrifiée. Serveuse? Moi? Mais je vais me casser les ongles. C'est humiliant. Non, Castille. Ce qui est humiliant, c'est de vivre au crochet d'un mari escroc et d'essayer de manipuler sa propre sœur. Gagner sa vie honnêtement, c'est la chose la plus digne qui soit. C'est ce que Vianney a fait toute sa vie. Si tu veux manger ici, tu travailleras. Sinon, la porte est là. Elle m'a regardé avec haine pendant une longue minute. Puis elle a regardé la pluie dehors. Elle a regardé le confort de notre salon. Elle a baissé la tête. À 5 heures, a-t-elle murmuré. À 5 heures. Et n'oublie pas de sourire aux clients. Ils s'en fichent de ton nom de famille. Ils veulent juste leur baguette. Les premiers jours ont été un enfer pour elle. Elle rentrait épuisée, les pieds en sang, se plaignant sans cesse. Mais au bout d'une semaine, quelque chose a changé. Elle a arrêté de parler de Tancrède. Elle a commencé à parler des habitués de la boulangerie, de la satisfaction de rendre la monnaie correctement. Pour la première fois de sa vie, elle était utile. Elle n'était plus un ornement. Elle était une personne. 1 an a passé. Beaucoup de choses ont changé. L'empire de Kernevel s'est effondré. Mon père a évité la prison de justesse grâce à des avocats coûteux, mais il a dû vendre le manoir de Compiègne pour payer les amendes fiscales. Lui et ma mère vivent maintenant dans un petit appartement en location. Ils ne vont plus au gala.
Le téléphone ne sonne plus pour eux. Castille travaille toujours à la boulangerie. Elle a pris un petit studio en ville. Elle n'est pas riche, mais elle est calme. Elle vient dîner chez nous le dimanche. Elle ne porte plus de marque, mais elle rit de bon cœur. Elle s'est excusée, il y a quelques mois. Une vraie excuse, sans mais. Elle m'a dit, merci de m'avoir obligée à grandir. Quant à Vianney et moi, Thermotech est un succès mondial. Mais nous n'avons pas changé de vie. Nous habitons toujours notre maison rénovée. Vianney conduit toujours une voiture simple, électrique, maintenant. Nous avons utilisé une partie de notre fortune pour créer la Fondation Barnabé. Elle offre des bourses complètes à des jeunes issus de milieux défavorisés qui veulent faire des études techniques ou d'ingénierie. Nous voulons prouver au monde que le génie n'a pas de code postal ni de nom à particules. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du nouveau campus de la Fondation. Il y a du monde, des journalistes, des étudiants. Au loin, près de la grille, j'aperçois 2 silhouettes âgées. Mon père, voûté, et ma mère, plus petite que dans mes souvenirs. Ils regardent la scène. Ils n'ont pas osé entrer. Ils n'ont pas été invités, mais ils ne sont pas non plus chassés. Vianney me prend la main. Tu veux aller les voir? Je les regarde. Je ne ressens plus de colère. Plus de douleur. Juste une indifférence polie et une pointe de pitié. Ils sont prisonniers de leur passé, alors que nous construisons l'avenir. Non, dis-je en souriant à mon mari. Laissons-les regarder. C'est tout ce qu'ils peuvent faire maintenant. Regardez le plombier changer le monde. Je me tourne vers l'assemblée. Je vois l'oncle Barnabé au premier rang, rayonnant. Je vois Castille qui sert des jus d'orange aux invités. Je vois Vianney. C'est ça, ma famille. Celle que j'ai choisie. Celle qui m'a choisi. Mon histoire prouve une chose, la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, à son titre ou à l'étiquette sur ses vêtements. Elle se mesure à la façon dont elle vous traite quand vous n'avez rien. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes une honte. Vous êtes peut-être juste un chef-d'œuvre qu'ils sont trop aveugles pour apprécier. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, s'il vous plaît, mettez un j'aime et partagez-la. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de justice et de résilience. Prenez soin de vous et de ceux qui vous aiment vraiment.